on va enchaîner notre conférence avec Sylvain Pichat, géochimiste à l'ENS de Lyon et à l'Institut Max Planck. La parole est à vous. Bonjour à tous. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut préserver les océans pour limiter au maximum les effets du dérèglement climatique. Donc en fait, sur cette première diapo, vous avez une très belle vue de la Terre prise par Apollo 17, donc la dernière mission sur la Lune, qui montre en fait la Terre, qui est vraiment une bulle bleue. Cette surface est essentiellement faite par des océans. Donc en fait, on a 71% de la Terre qui est couverte par des océans. Et ces océans jouent un rôle absolument majeur en termes de, surtout l'ensemble de l'humanité. On peut penser de manière très très directe au tourisme, donc il y a une économie qui est associée à ça. Il y a la nourriture, on a la pêche, etc., qui est aussi liée à ça, qui génère elle-même une économie très importante. Et puis, un aspect auquel on pense peut-être moins parce que c'est indirect, les océans ont un rôle majeur sur le climat. Alors ce rôle, il est multiple. Donc sur ce graphique, vous avez un certain nombre d'éléments présents sur les interactions entre l'océan et le climat. Il y a un océan qui va avoir une circulation de surface, par exemple le Gulf Stream, et puis il y a un deuxième type de circulation qui est une circulation profonde qui se forme en Atlantique Nord, qui va circuler de l'Atlantique Nord jusque vers la zone antarctique, remonter vers la surface, et de la même façon, en Antarctique, on a de l'eau profonde qui va se former, qui va former ce qu'on appelle l'eau antarctique de fond, et qui va, elle, remonter vers le nord. Donc ça nous sépare un océan de surface et un océan profond qui ont des actions sur le climat. La première action qu'on va avoir, c'est par exemple l'action du Gulf Stream. Au niveau de l'insolation, il y a une insolation par unité de surface qui est beaucoup plus forte au niveau de la zone intertropicale qu'au niveau des pôles. Et les océans, par le biais des courants de surface notamment, transportent de la chaleur de cette zone intertropicale en direction des pôles. On estime qu'il y a à peu près 1 pétawatt qui est transporté par les océans, par ces échanges entre l'océan de surface et l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut entendre par pétawatt? Un pétawatt, c'est 10 exposants 15 watts. Donc j'avais comme ordre d'idée, je crois que c'est à peu près ce que produit, c'est 800 fois ce que produit le barrage de Grand Maison. Okay. Donc le plus gros barrage hydroélectrique de France produit 1/800e de ce qui est transporté en termes de chaleur par les océans. Ensuite, on a un deuxième aspect qui est l'aspect d'échange en fait de matériel et en particulier de gaz entre l'océan et l'atmosphère. En particulier, au niveau du CO2, on va avoir une absorption du CO2 de la surface océanique en direction de l'océan profond, qui va se faire notamment dans l'Atlantique Nord, et qui va ensuite être emmené en direction de l'Atlantique Sud et circuler dans l'ensemble de la circulation océanique. On estime à peu près qu'actuellement, le réservoir océanique, c'est à peu près 92% du carbone total sur Terre, hors les réservoirs peu accessibles qui vont être la croûte continentale et le manteau terrestre. Donc tout ce qui est facilement accessible, c'est à 92% dans les océans, essentiellement dans l'océan profond. Et un aspect qui est absolument fondamental, c'est que les réservoirs de surface, qui sont l'atmosphère, la biomasse terrestre et l'océan de surface, échangent avec des cycles d'échange qui sont très rapides, de l'ordre d'une dizaine d'années. Et puis ensuite, il y a un deuxième cycle lié à tout ça, qui est l'océan profond. L'océan profond, il va échanger avec des temps qui sont beaucoup plus lents, de l'ordre de 1500 ans. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va commencer à perturber l'océan, on va perturber d'abord l'océan de surface, qui va réagir très rapidement, et puis dans un deuxième temps, et de manière beaucoup plus lente, l'océan profond. Donc une grande partie des changements climatiques qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, on commence seulement à les voir au niveau de l'océan, à cause de ce temps de réponse qui est très long. Ce qui veut dire aussi que tout ce qu'on va pouvoir faire sur l'océan, en fait, le temps de réponse qu'on va avoir à nos actions va être, lui, également très long. Donc il faut, à chaque fois qu'on parle de l'océan, il faut qu'on se place toujours dans un système dans lequel on est dans la durée. Plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire entre 2 et 3 générations humaines.
Le dernier aspect, bien sûr, des océans, il y a toute cette grande circulation océanique qui va transporter des éléments chimiques et en particulier des nutriments. Les nutriments qui sont collectés par la circulation générale océanique, donc cette circulation profonde, vont remonter par endroits, donc c'est ce qu'on appelle les zones d'upwelling, et vont amener des nutriments en surface qui vont favoriser l'activité biologique. Donc ça, c'est l'interaction que l'océan a sur le climat. Et on sait que le climat, à l'heure actuelle, il est en train de se dérégler. On a une augmentation depuis environ 250 ans de la quantité de CO2 qui est contenue dans l'atmosphère. En fait, on a des enregistrements. L'enregistrement historique, c'est l'enregistrement du Mauna Loa, qui est l'observatoire qui se trouve au niveau d'Hawaï, et qui a commencé en 1959. C'est la partie rouge de la courbe, où en fait on voit qu'on a une augmentation sur 60 ans de l'ordre de 95 ppmv de la teneur en CO2 atmosphérique. Si on remonte dans le temps, donc à ce moment-là on va utiliser les archives climatiques que sont les carottes de glace, on va remonter jusqu'à, on peut remonter jusqu'à 800 000 ans, mais si on se place si on retourne jusqu'à l'époque pré-industrielle, on a une augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 de l'ordre de 135 ppmv. Pour mettre en perspective ces chiffres, je vais vous parler juste de la dernière déglaciation. La dernière déglaciation, c'est la grande variation climatique qui a eu lieu il y a à peu près 11 000 ans, 12 000 ans, où on a, en 9300 ans, on est passé d'une période glaciaire, où globalement l'ensemble de la Phénoscandie du nord de l'Amérique du Nord était couvert d'une calotte polaire. Et on est arrivé à l'époque pré-actuelle, dans laquelle toutes ces calottes ont disparu. Et en fait, cette déglaciation, elle a duré 9300 ans, et en fait, la variation de CO2 atmosphérique associée n'est que de 90 ppmv. Donc en fait, par rapport à ce qu'on observe, on a une vitesse de variation de CO2 atmosphérique qui est à peu près 150 fois plus rapide à l'heure actuelle. Il y a des projections maintenant pour l'évolution du CO2 atmosphérique, qui sont les projections du GIEC. Le GIEC, c'est un groupe d'experts internationaux qui travaillent sur le climat et sur son évolution. Donc, qui font des collectes de données et qui essayent de voir comment va évoluer le climat. Et en fait, le GIEC s'est basé depuis une dizaine d'années sur 4 scénarios possibles. Donc sur le graphique, il n'y a que 2 scénarios qui sont exprimés. Les 2 extrêmes, en fait. Un scénario optimiste, qui est en bleu, qui est le scénario dit 2.6, qui est un scénario dans lequel on estime qu'on va prendre en compte toutes les mesures possibles pour diminuer le CO2 atmosphérique, notamment dans les pays industrialisés. Et ça veut dire qu'à l'horizon 2050, on aura encore, par rapport à maintenant, une augmentation légère du CO2 atmosphérique, mais que d'ici à 2100, on devrait être revenu à des teneurs en CO2 atmosphérique qui sont à peu près équivalentes à maintenant. Ensuite, on a le scénario pessimiste, qui est le scénario en rouge sur le graphique, qui est le scénario 8,2 ou 8,6, je ne sais plus, peu importe, et qui est ce scénario dans lequel, globalement, on prend en compte une augmentation de l'activité industrielle dans les pays qu'on appelle émergents et un minimum de ralentissement, d'essais de ralentissement de la consommation de CO2, de la production de CO2 dans les pays dits industrialisés. Et à ce moment-là, on est sur une augmentation continue et exponentielle de la teneur en CO2 atmosphérique, avec, à horizon 2100, à peu près 1200 ppmv, donc 4 fois plus que maintenant. Alors, l'océan, comme je vous l'ai dit, réagit lentement à tous ces phénomènes. Mais on voit déjà un certain nombre de choses. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu, vu, etc. La première chose, c'est la hausse du niveau marin. C'est ce qui frappe la plupart des gens. En fait, depuis 1900, on a eu une augmentation du niveau marin qui est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres. Les projections sont de l'ordre d'une vingtaine à une quarantaine de centimètres à horizon 2100 si la température, si on maintient la variation de température inférieure à 2 degrés Celsius. En revanche, si on part sur le scénario le plus pessimiste, on aura une augmentation du niveau marin de l'ordre de 60 cm à 1,10 m. Alors ça, en plus, c'est un scénario qui ne prend pas vraiment en compte la fonte des calottes polaires, notamment l'accélération de la fonte récente du Groenland.
Alors, la hausse du niveau marin, tout le monde pense, ça va submerger les îles, notamment les Maldives, etc. Et on pourrait se dire, ouais, au final, c'est pas forcément c'est pas forcément très impactant. Et en fait, ça a beaucoup plus d'impact que ça. Outre le fait qu'il va falloir déplacer ces populations, en fait, il faut savoir qu'on a à peu près 28% de la population mondiale qui vit à moins de 100 km d'une côte. Donc un tiers de cette population. Elle va être impactée de la façon suivante. Hausse du niveau marin, ça veut dire invasion de tout ce qui est nappe phréatique par de l'eau salée. L'eau salée entrant dans les nappes phréatiques, ça veut dire qu'on n'a plus accès à de l'eau douce pour les populations, donc probablement il va falloir en déplacer une grande partie. Deuxièmement, ça veut dire une disparition quasiment complète de l'agriculture. Dans toutes les zones côtières, on n'aura plus accès qu'à de l'eau salée ou partiellement salée, donc ça veut dire une disparition de l'agriculture. Cette disparition de l'agriculture, elle impacte non seulement les populations locales, mais également les populations éloignées, puisqu'une grosse partie de cette agriculture sert à alimenter le reste de la planète. Donc c'est un impact majeur. Et puis, si on regarde, on a, je crois, 18 des mégacités, des grandes mégalopoles qui sont à moins d'1 mètre au-dessus de la mer. Si on a cette hausse du niveau marin, il va falloir construire des infrastructures pour préserver ces villes. Et ça, simplement, si on parle en coûts, c'est des coûts qui sont de plusieurs centaines de milliards de dollars. Donc c'est un impact absolument majeur. Qu'est-ce qui est mis en place pour prévenir justement les populations qui habitent sur les littoraux? Je reprends certaines questions qui arrivent. Qu'est-ce qui est mis en place actuellement sur les populations qui sont déjà les plus à risque pour justement prévenir de ça? Rien? Alors, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place. Malheureusement, c'est des choses qu'il aurait fallu faire. Ça a été discuté, notamment à la COP21. C'est malheureusement pas vraiment en place. C'est-à-dire que globalement, on s'aperçoit que les pays industrialisés sont en train de mettre en place, par exemple à Miami, on est en train de protéger les égouts, de surélever certaines digues, etc. Pour les populations qui sont dans des situations économiques beaucoup moins confortables, en fait, il n'y a malheureusement pour le moment pas de solutions qui sont mises en place, ou peu de solutions. Il y en a, hein, il ne faut pas négliger des solutions qui sont relativement faciles. J'en parlerai un peu plus tard dans l'exposé, mais une des solutions, c'est de replanter de la mangrove, d'alimenter, de repeupler les récifs coralliens ou d'essayer de les faire recroître, parce que ça a un impact direct sur la houle. Ça va casser la houle, et donc ça va avoir un effet à la fois de consolidation du littoral et également amoindrir les effets que peuvent avoir les tempêtes. Donc il y a quand même des effets qu'on peut mettre en place, y compris dans les pays qui n'ont pas une économie très forte. C'est en train d'être mis en place, c'est souvent mis en place par des ONG. Il y a certains gouvernements, je pense en particulier au Sénégal, dans lesquels il y a des choses qui sont mises en place. Il y a une conscience de plus en plus forte, mais c'est quelque chose, bien sûr, qu'il va falloir accélérer de plus en plus. Deuxième impact du climat direct qu'on peut voir sur les océans, en fait, c'est le CO2 qu'on relargue dans l'atmosphère fait augmenter la température de la Terre de manière globale. Et en fait, on a plus de 90% de la chaleur qui a été produite par ces rejets anthropiques qui a été absorbée par les océans. Et donc, du coup, on a une quantité non négligeable on a une augmentation de la température moyenne des océans, en particulier des océans de surface, notamment entre 0 et 2000 mètres de profondeur. Et les prévisions nous montrent que globalement, simplement par expansion thermique, quel que soit le scénario qu'on utilise, on aura entre 0,1 et 0,3 mètres d'augmentation du niveau marin à horizon 2100. Le scénario pessimiste étant bien sûr le moins favorable. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faut vraiment se diriger vers le scénario le plus optimiste possible. Les autres aspects qu'on peut avoir sur cette hausse du niveau marin, en plus sur cette augmentation, sur cette dilatation thermique, outre la hausse du niveau marin, c'est la désoxygénation des eaux de surface. En fait, n'importe quel liquide a tendance à plus favorablement incorporer des gaz lorsqu'il est plus froid. Donc une augmentation, un réchauffement des eaux de surface
entraîne une diminution de l'oxygène qui peut être présent dans les eaux de surface, donc va avoir un effet direct sur l'activité biologique. De même, l'augmentation de la température des eaux de surface lui-même va avoir un effet sur les écosystèmes marins. Il va déplacer certains écosystèmes marins, il va faire que certains écosystèmes marins qui étaient présents dans des zones plus froides vont avoir tendance à l'heure actuelle, c'est ce qu'on observe, à remonter vers le nord. Donc on a toute une réorganisation des écosystèmes marins avec des conséquences directes sur l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble de la biologie marine. Un troisième aspect qu'on va avoir, et dont tout le monde a également entendu parler, c'est l'acidification des océans. En fait, on estime qu'on a à peu près un tiers du CO2 qui a été rejeté par l'homme, qui a été absorbé par les océans. Un tiers du CO2 qui est absorbé par les océans, ça veut dire qu'on va déplacer ce qu'on appelle l'équilibre des carbonates. Donc on va en fait rejeter des ions. On va faire, en déplaçant cet équilibre, on va avoir plus d'ions H+, donc d'acide présents dans les océans. On estime que lors des dernières 30 années, on a une variation de pH, une diminution de pH de 0,06 unités. Si on remonte à 200 ans, c'est une variation de pH de 0,1 unité. Ça peut paraître extrêmement faible, mais 0,1 unité de pH, le pH c'est une échelle logarithmique. Je pense que tout le monde l'a vu ou s'en souvient peut-être de ces TP de physique ou de chimie de lycée. C'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que 0,1 unité de pH, c'est à peu près 30% d'acidité en plus. Ça veut dire que certains organismes ne vont plus être capables de produire en particulier leurs coquilles à base de carbonate de calcium. Et sur la diapositive, vous avez un exemple, c'est une expérimentation qui a été faite en laboratoire où on a mis des coquilles de ptéropodes dans un océan artificielle, mais dont le pH a été diminué de 0,1 unité. Et on s'aperçoit que cette coquille se dégrade très très vite. En fait, elle disparaît au bout de 60 jours. C'est un processus qui arrive lorsque les coquilles descendent dans la colonne d'eau, parce que l'océan profond est plus acide. Mais si dès le départ, la coquille commence à se dissoudre alors qu'elle n'est même pas en train de couler, on aura moins de dépôts sédimentaires et du coup, on va également perturber l'ensemble du cycle du carbone et des carbonates marins. Donc ça, et surtout, ça va faire que certaines espèces marines ne vont peut-être pas pouvoir continuer à maintenir un squelette carbonaté ou devoir diminuer en taille pour maintenir ce squelette carbonaté. Donc une fois de plus, ça va avoir un impact sur les écosystèmes. Alors comment est-ce qu'on peut remédier à ça? Comment est-ce qu'on peut préserver les océans pour remédier à ces différents aspects? En fait, la solution principale, ça passe nécessairement par une diminution des rejets de CO2 ou de gaz à effet de serre de manière générale. Et en fait, on a un exemple récent, très très récent, on est encore dedans, c'est la crise du Covid-19. La crise du Covid-19, en fait, elle nous montre une diminution de l'ordre de 17% des rejets quotidiens de CO2 dans l'atmosphère. On voit sur le graphique une augmentation constante depuis 1970 de ces rejets quotidiens. Et soudainement, au moment du Covid-19, on a cette baisse massive, c'est la courbe verticale rouge, c'est le trait vertical rouge sur le graphique, qui est un peu plus étendu sur la partie droite du graphique, qui montre cette diminution de 17% de CO2. Alors ça, c'est intéressant, 17% en moins de CO2, c'est quelque chose de gagné en termes de réchauffement climatique. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est de voir d'où ça vient. D'où vient cette diminution de CO2? En fait, on en a 44%. Alors, de ces 17%, cette diminution totale de CO2, on a 44% qui est liée à une diminution des transports de surface. Et on a 36 autres % qui sont liés à une diminution de l'activité industrielle et une diminution de la productivité électrique. Donc simplement en jouant sur ces trois facteurs, on arrive à descendre de manière majeure la quantité de CO2 qu'on va rejeter dans l'atmosphère. Alors pour ça, bien sûr, ça veut dire qu'il va falloir se diriger vers des énergies renouvelables. Il va falloir diminuer nos transports de surface.
donc se diriger vers des transports de surface qui privilégient les énergies non carbonées. En particulier, on peut se diriger vers le train plutôt que les camions, le transport fluvial plutôt qu'en réponse à des transports de camions, etc. Ça peut être des énergies même carbonées, mais qui ont aussi des capacités de transport beaucoup plus importantes. L'autre aspect sur lequel on va pouvoir jouer, c'est de manière générale au niveau du globe, se diriger vers les énergies renouvelables non carbonées. Et les océans, là aussi, ont une solution à apporter. En particulier, en ce qui concerne les énergies de marée, les énergies de vagues, dans lesquelles on va pouvoir implanter des hydroliennes qui vont pouvoir produire du courant. Ces hydroliennes, elles peuvent être fixes, comme dans certains estuaires, il y a des expérimentations qui sont en cours, ou elles peuvent être mobiles de manière à s'orienter et être déplacées dans les courants de houle principaux. On peut également implanter sur les océans les parcs à éoliennes, sans doute de manière beaucoup plus importante que sur les continents, où il y a un impact direct. Ça va impacter sur les continents, c'est un impact visuel très marqué, c'est un impact sur les surfaces agricoles. Là, dans les océans, on peut implanter des réseaux d'éoliennes avec un certain nombre de complications potentielles, mais on peut implanter de larges réseaux d'éoliennes. Et c'est aussi là qu'on a le plus de vent, ou en tout cas, on a des zones dans lesquelles il y a énormément de vent. Donc on peut produire de l'énergie par ce biais-là. Et la troisième solution, c'est l'énergie thermique des océans. En fait, on est capable de produire de l'électricité en jouant sur le différentiel de température entre les eaux de surface qui sont chaudes et les eaux profondes qui sont froides. Et en utilisant cet échangeur thermique, on peut produire de l'électricité. Et puis, bien sûr, pour aller dans le sens de cette réduction des rejets de gaz à effet de serre, il va bien sûr falloir changer nos habitudes de consommation. C'est-à-dire s'orienter sur du durable, sur du local. Henri tout à l'heure parlait des rejets plastiques. Évidemment, en réduisant la quantité d'emballage plastique, ou en tout cas leur utilisation, on va pouvoir réduire les rejets de CO2. Parce que les plastiques, comme il l'a mentionné, ça a un effet polluant, mais pour produire du plastique, c'est produit essentiellement à base de pétrole, et donc ça a un impact parce que ça va rejeter simplement la production de plastique elle-même, rejette du CO2. Donc en diminuant ces emballages plastiques, on a vu qu'on ne pouvait pas les diminuer de partout, mais en les diminuant dans notre consommation quotidienne, on va pouvoir se diriger vers cette diminution de rejet de CO2. Et cette diminution de rejet de CO2, elle a un impact direct sur en fait tout ce que je vous ai mentionné avant. C'est-à-dire qu'on va avoir une diminution de la quantité de chaleur dans les océans, une diminution du niveau marin, si on revient sur des niveaux de CO2 plus bas, une augmentation de l'acidité, du pH des océans, donc une augmentation de l'acidité des océans, une diminution des vagues de chaleur qui se produisent dans les océans. Donc tout ça, c'est un effet positif sur les océans. Et puis si on diminue la température des océans, on va aussi diminuer la fonte des calottes polaires. Après, dans les autres exemples de choses qu'on peut mettre en place pour diminuer l'effet des dérèglements climatiques sur les océans, ça rejoint un peu la question qu'on m'a posée tout à l'heure, ça va être de renouveler et d'étendre des zones comme la mangrove, les prés et les marais salants et les herbiers à proximité des côtes. En fait, ces zones ont un intérêt majeur, en plus de la protection, c'est que si on renouvelle ces zones, si on étend ces zones, on va avoir des végétaux qui vont être capables de capturer du CO2. En capturant du CO2, ils vont diminuer la teneur en CO2 atmosphérique, donc agir directement sur le niveau marin. Donc on va avoir une rétroaction positive sur le niveau marin. La deuxième chose, c'est que une fois que ces plantes auront cru, elles vont mourir, et en mourant, en fait, elles vont s'enfoncer et commencer à créer un sol. Ce qui va, en fait, piéger du carbone organique qui va être sorti de l'ensemble du système carbone, pour des durées longues. La deuxième chose, c'est que ces différentes plantes vont également permettre une accumulation de matériel, du sable, tout ce qui est ramené par l'océan, et donc d'accroître le niveau marin, d'accroître le niveau de la côte, et donc en relatif de diminuer le niveau marin. En fait, les côtes vont être
surélevé par rapport à l'actuel. Donc on va déplacer le trait de côte probablement légèrement vers le large. Et puis les mangroves, c'est une zone, c'est en fait la zone principale de reproduction des espèces marines. On estime qu'il y a à peu près un tiers des espèces marines qui a une zone de reproduction dans les mangroves, et donc on va protéger également la biodiversité et la reproduction des espèces, qui aura également un impact direct sur la pêche, etc. Donc ça fait partie des solutions relativement peu coûteuses, relativement faciles à mettre en œuvre, et qu'on doit développer au maximum, sachant qu'il y a beaucoup de mangroves qui ont été en fait détruites par l'homme très récemment, notamment pour le tourisme, essentiellement parce que les touristes préfèrent aller sur des plages plutôt que d'aller sur des petites plages avec beaucoup de mangroves autour. La mangrove, c'est pour certains moins sexy. Après, si vous allez explorer une mangrove, je peux vous assurer que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Dernier aspect sur lequel on va pouvoir interagir, c'est quelque chose de relativement controversé, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. La géo-ingénierie consiste à modifier certains aspects du cycle océanique ou des à côté du cycle océanique pour essayer de revenir à un état plus proche de l'état normal. Et je vais vous prendre un exemple que je connais un petit peu parce que je travaille sur les poussières atmosphériques et le lien avec le CO2. En fait, un des aspects qu'on peut faire, c'est fertiliser les océans, et en particulier fertiliser les océans en fer. On a une très grande partie des océans, en fait, qui sont dans lesquels il y a suffisamment de macronutriments disponibles, des nitrates et des phosphates, mais en revanche, dans lesquels il n'y a pas assez de fer qui est disponible. Le fer est absolument nécessaire à tout organisme vivant. Et en fait, comme on n'a pas assez de fer pour ces organismes, finalement, il va y avoir une production biologique qui va être relativement faible, donc une capture de CO2 atmosphérique relativement faible, puisqu'il y aura une faible photosynthèse. Et donc l'idée qu'on a eue, en se basant sur les archives climatiques, on est allé voir dans ces archives climatiques, et on s'aperçoit que lorsqu'on fait varier les flux de poussière, donc les apports de fer sur les surfaces océaniques, généralement, il y a de manière concomitante une baisse de CO2. Et on estime sur les 90 ppmv de variation de CO2 que je vous avais indiqué pour la dernière déglaciation, cette baisse de 90 ppmv pour la dernière déglaciation, on estime qu'il y en a 40 qui est liée à cette fertilisation des océans par les poussières et par l'augmentation de l'activité biologique. Alors ça se fait à des échelles de temps qui sont extrêmement longues. C'est des échelles de temps de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, ce que les ingénieurs essayent de faire, c'est de faire des expériences de fertilisation. Il y en a une douzaine qui ont été menées. Donc de jeter du fer sous différentes formes chimiques. L'analyse de ces formes chimiques étant justement quelque chose d'important par rapport à ce qu'on voudrait faire, et de voir si on arrive à générer en fait un bloom algaire et une diminution du CO2 atmosphérique. Alors, de fait, ça marche. On s'est aperçu que dans certaines zones, lorsqu'on mettait du fer dans les océans, on avait une augmentation de la productivité biologique très rapide et une diminution de la pression partielle de CO2 atmosphérique juste au-dessus. Ça veut dire qu'on a un pompage de CO2 de l'océan vers l'atmosphère. Alors ça marche, mais pas tout le temps. Ça, c'est le problème, c'est déjà, on ne sait pas toujours pourquoi ça ne marche pas. Et par exemple, une des dernières expériences qui a été faite par des collègues allemands, on s'est aperçu que il y a eu un bloom algaire, mais que ce bloom algaire, il était relativement minimal par rapport à ce qui se passait pas très loin de là, de manière naturelle. Donc en fait, il y a plein d'effets potentiels positifs, diminution du CO2, mais ça ne marche pas tout le temps. Malheureusement, pour le moment, ça ne dure pas très longtemps. Après, les expériences n'ont pas été menées sur des durées très très longues. Donc, il reste à résoudre ce problème de la durée et de la persistance du bloom algaire, donc de la persistance du pompage de CO2. Donc ça, c'est un autre problème. Un aspect très positif, c'est qu'on pouvait penser que dans le bloom algaire, il pourrait y avoir des algues néfastes pour l'homme ou néfastes pour l'environnement. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu d'algues toxiques qui se sont développées dans ces bloom algaires, donc ça, c'est plutôt un point positif. En revanche, dans les points négatifs, les bloom algaires ont tendance à générer d'autres gaz,
les DMS, donc le sulfure de diméthyle, qui est un gaz qui va perturber le cycle hydrologique. Donc ça peut avoir des effets positifs ou des effets négatifs. Il faut en étudier les conséquences. Et puis également le NO2, qui là pour le coup est un gaz extrêmement néfaste par rapport à ce qu'on veut faire, puisque c'est un gaz dont le pouvoir d'effet de serre est 300 fois supérieur à celui du CO2. Donc même si on ne produit pas beaucoup de NO2, potentiellement, le peu de NO2 qu'on va produire va complètement contrecarrer l'effet du CO2 qu'on va pomper. Et puis le NO2, il a un deuxième aspect négatif, c'est qu'il a un aspect destructeur de la couche d'ozone. Souvent, les expériences de fertilisation, elles se menaient soit dans le Pacifique équatorial Est, soit sur le pourtour antarctique. Et au niveau du pourtour antarctique, c'est là qu'on va pouvoir affecter quelque chose qui existe déjà, qui est le trou dans la couche d'ozone. Donc pour conclure, si on veut préserver les océans et le climat, en fait, il va falloir qu'on agisse extrêmement vite. On est tous concernés par cet aspect-là. On est tous concernés de près ou de loin par les océans. Et la première chose à mettre en place, c'est évidemment de diminuer les rejets de CO2. Et ensuite, on l'a vu, il y a d'autres aspects qui sont absolument faciles à mettre en place, comme la restauration des écosystèmes, l'agrandissement des écosystèmes marins, la création de zones protégées pour préserver ces écosystèmes marins. On en parlera dans la prochaine conférence en fait. Et puis, bien sûr, il ne faut pas laisser de côté la géo-ingénierie. C'est quelque chose qui est absolument utile, potentiellement. Pour le moment, le problème, c'est qu'on en est juste à l'état de recherche, donc il faut poursuivre ces recherches pour être bien sûr de prendre en compte tous les aspects de la géo-ingénierie. Donc il faut agir maintenant, même si potentiellement les effets qu'on verra seront seulement dans 30, 60 ans. Mais 30, 60 ans, ça veut dire vos enfants, vos petits-enfants. Merci Sylvain. Effectivement, si on n'agit pas avec tout ça en tête, c'est un peu compliqué de se projeter dans le futur. Il y a certains de vos propos qui ont fait émerger pas mal de questions. Une plus sur des solutions, comme vous avez parlé des récifs coralliens notamment. Est-ce qu'il faut interdire ou limiter fortement des pratiques comme la plongée pour protéger notamment les récifs coralliens? Alors, je suis plongeur, donc je ne vais pas vous dire non. Non, en fait, de manière très très sérieuse, je pense que la plongée a un impact extrêmement marginal sur les récifs coralliens. Je pense qu'effectivement, il faut apprendre aux plongeurs à plonger, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils ne détruisent pas les récifs coralliens. Très franchement, c'est généralement extrêmement bien fait. J'ai eu l'occasion de plonger sur la Grande Barrière de Corail, sur la barrière ouest australienne, qui est aussi une magnifique barrière de corail. C'est la première précaution que les dive masters, les gens qui vous font plonger, vont vous dire. Ils vont vous amener dans un site préservé. Et donc, je pense que tous les plongeurs sont aussi très écolos. Donc, ils vont avoir une approche très respectueuse des récifs coralliens. Le problème sur les récifs coralliens, c'est pas tellement la plongée. C'est un épiphénomène des problèmes qu'il y a sur les récifs. Le phénomène principal, c'est le réchauffement climatique, le réchauffement des océans, qui va créer ce blanchissement des coraux, donc la mort des coraux, et donc la diminution de la biodiversité sur ces barrières de corail. Et là, ça ne se fait pas à l'échelle de une ou deux branches de corail qui sont cassées, ça se fait à l'échelle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres carrés. Une question aussi par rapport à l'acidification des océans. Vous avez en partie répondu, mais ce serait peut-être bien de repréciser si les océans s'acidifient, y aura-t-il des espèces animales qui vont être favorisées plus que d'autres? C'est une bonne question et c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. On travaille là-dessus, beaucoup de gens travaillent là-dessus en fait. Oui, il y a des chances que ça modifie les équilibres écologiques. Donc il est probable que certaines espèces soient favorisées. D'autres, on l'a vu, seront défavorisés. Le problème, c'est de savoir, quand on modifie un écosystème, globalement, c'est de savoir ce que va devenir cet écosystème et quelle va être son influence sur tout ce qui l'entoure. Pour rebondir, et ça fait lien avec une autre question, à quel point des animaux marins ou des espèces marines peuvent éventuellement avoir le temps de muter, en tout cas d'évoluer, pour s'adapter à ces changements qui sont plus
plus rapide qu'escompté? Alors, je pense que les espèces les plus petites et qui se reproduisent très vite ont peut-être une chance de pouvoir s'adapter. On est en train de voir qu'il y a certains coraux en fait, qui justement s'adaptent, commencent en tout cas à s'adapter. C'est une forme de sélection naturelle en fait. Seules les branches ou ouais, j'ai pas forcément les termes de biologiste, mais les branches génétiques qui sont les plus résistantes vont perdurer. En revanche, pour les espèces qui ont des durées de vie beaucoup plus longues, de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, là, l'adaptation, vu les rythmes de changement actuels, qui sont de l'ordre de l'année, de la dizaine d'années, ces espèces-là, elles ne vont pas pouvoir s'adapter. En tout cas, il n'y aura pas d'adaptation génétique facile. Il y aura peut-être quelques biomes qui vont survivre ici et là, mais probablement pas leur intégralité. Ensuite, par rapport aux solutions que vous avez identifiées sur la fin de votre présentation, est-ce qu'on a suffisamment de recul sur les hydroliennes et les parcs éoliens pour s'assurer que leur impact écologique n'est pas négatif ou pas trop négatif? Alors, il y a eu pas mal d'études là-dessus. En fait, de manière assez surprenante, les hydroliennes finissent généralement par être des refuges pour les poissons. En fait, il faut savoir que dans les océans, dès qu'on crée un récif, qu'il soit naturel ou artificiel, je pense en particulier aux épaves, sur les épaves viennent très vite se greffer d'abord des petites espèces, puis des poissons de plus grande taille, et on finit par recréer un écosystème autour de ces zones qui forment déjà en premier lieu des abris. Donc, des abris pour les petites espèces, et puis comme il y a des petites espèces, les espèces carnivores viennent forcément autour de ces zones. Donc au niveau des hydroliennes, en fait, si elles sont mises à l'eau de manière intelligente avec des espèces de récifs autour, ça crée plutôt quelque chose de positif en termes écologiques. Pour les éoliennes, c'est un petit peu plus dur à dire parce qu'il y a un ancrage sous-marin. Cet ancrage, en fait, globalement, on sait que s'il est aussi plutôt positif. Les pêcheurs, en fait, utilisent ça. Ça s'appelle les DCP, donc c'est les dispositifs de collecte de poissons. En fait, quand on ancre quelque chose dans l'écosystème marin, pareil, on va créer un micro-écosystème. Et donc, autour de ça, on va pouvoir recréer un écosystème plus important. En revanche, effectivement, un des aspects sur lequel on peut s'interroger et sur lequel j'ai malheureusement pas la réponse pour le moment, c'est de savoir ce qu'un parc éolien va pouvoir créer, notamment à la surface des océans. Qu'est-ce qui va générer au niveau des oiseaux marins, etc. Donc ça, j'ai malheureusement pas de réponse à cette question. On a aussi une question sur les processus qui ont attrait à vos solutions sur la géo-ingénierie. Ne serait-il pas possible de rediriger certaines sources de pollution locales, j'entends terrestres, genre le lisier, les nitrates, entre parenthèses, de nos agriculteurs pour alimenter les processus d'éco-ingénierie ailleurs? Pourquoi pas? Parce que dans la fertilisation, effectivement, on peut envisager de la fertilisation au nitrate. Le problème, je pense que il y a une faisabilité à ce niveau-là. Cette faisabilité, elle a un coût, à la fois économique et aussi environnemental. Parce que déplacer du lisier d'un point A à un point B qui généralement va se situer à quelques milliers de kilomètres, ça a aussi un coût de transport, un coût de collecte, donc ça a aussi un coût CO2. C'est pour ça qu'en fait toutes les solutions que j'ai évoquées, c'est toujours des solutions dans lesquelles il faut bien faire à chaque fois un bilan carbone total pour voir si notre solution est viable. Planter de la mangrove, c'est un bilan carbone globalement très positif, puisque on va plutôt pomper beaucoup de carbone, replanter des récifs, etc. Ça a des bilans, des coûts carbone très très faibles. En revanche, tout ce qui est géo-ingénierie, potentiellement un coût carbone plus important, et bien entendu, il faut faire un bilan global de toute la solution de géo-ingénierie. Et vous avez aussi évoqué pendant le confinement les 17% d'émissions en moins qui ont été produites. D'où proviennent les 83% qui restent? Est-ce que celles-ci sont intarissables?
Alors elles ne sont pas intarissables. Dans les consommations qui ont... Alors c'est 17% par rapport à 1970, hein, c'est en relatif. En fait, dans les choses qui ne se sont pas taries, en particulier, il y a eu l'habitat. En fait, il y a eu une consommation en fait même légèrement plus importante d'énergie et donc de carbone dans les habitats puisqu'on était confinés. Il est resté quand même, donc on a une diminution des transports terrestres et de ces facteurs, mais les transports terrestres n'ont pas été non plus complètement arrêtés. Ils étaient loin même d'être complètement arrêtés. Les biens manufacturés ont continué à être manufacturés. L'agriculture a continué à fonctionner. Donc tout ça, je jette pas la pierre aux agriculteurs ou à l'industrie, mais tout ça, forcément, a un coût carbone, et donc à continuer à produire du carbone, malheureusement. Mais globalement, on voit qu'on a des solutions qui sont assez viables pour réduire de manière pas trop impactante sur nos vies, diminuer les transports de surface, diminuer également la production énergétique ou changer la production énergétique pour pouvoir réduire en fait le coût carbone de tout ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup Sylvain Pichat d'être intervenu. Merci. On arrive au bout de la conférence. Pour aller plus loin dans votre sujet, je vais évoquer le Pop Science Mag pour lequel vous êtes intervenu. Et vous avez été interviewé et vous avez participé à la rédaction d'un article aux côtés de Benoît de la Fonchet sur le climat régulateur, l'océan régulateur du climat, pardon, je vais y arriver. Tout ça est accessible sur Pop Science. Merci beaucoup et on se retrouve dans 5 minutes pour la 3e conférence. Merci.